Merci beaucoup. Merci Mathieu pour cette présentation. Où est Josh Spiegel? Où est-ce qu'il est passé? Merci beaucoup. De tout cœur, Monsieur le maire, pour votre invitation. Merci à chacun d'entre vous et bonjour, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'être là pour cette cause commune de la fraternité. Alors, je suis philosophe, enfin j'essaye. C'est pas facile d'être philosophe. Puis c'est pas facile de dire qu'on est philosophe. On est un petit peu impressionné par le fait d'être philosophe. Je rappelle ça parce que quand j'écoute Monsieur le maire, je me dis que d'une certaine façon, c'est trop tard pour le philosophe. C'est-à-dire que déjà l'action a commencé. Le philosophe, souvent, c'est celui qui réfléchit, qui propose de réfléchir en amont de l'action, hein, aux finalités de l'action ou tout au moins aux moyens de l'action. Et quand je vous entends parler de ce que vous avez appelé, c'est un beau néologisme, et qui a toutes ces lettres de noblesse du côté de la Grèce, de la philosophie grecque et de la politique grecque, lorsque je vous écoute parler des agoracteurs, hein, je me rends compte que eh bien, le philosophe que je suis arrive trop tard. Bon, ben, ça fait rien, je suis là, donc je vais quand même essayer de faire la part du philosophe, c'est-à-dire peut-être de contribuer à donner un peu de sens à ce qui, aux uns et aux autres, aujourd'hui, nous donne l'intuition que décidément, oui, c'est bien du côté de la fraternité, cette grande oubliée de la devise républicaine, comme le disait Régis Debray, que nous attend du côté de la fraternité un rendez-vous historique absolument décisif avec nous-mêmes. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai argumenté cette idée. Il me semble que le temps de la fraternité est venu, c'est-à-dire que, ou parce que, aujourd'hui, les forces de dissolution du monde humain sont devenues d'une telle force, les vents sont tellement puissants, les vents contraires sont tellement puissants, tout ce qui éparpille, tout ce qui divise, tout ce qui atomise, tout ce qui dresse les individus les uns contre les autres, tout cela est devenu tellement puissant que, à mon sens, et je crois que nous partageons cette intuition, seul quelque chose d'aussi fort que la fraternité peut encore nous aider à éviter le pire. Et de ce point de vue-là, mon message est d'abord un message d'optimisme, parce que l'optimisme, comme le disait Alain, est une responsabilité. Et ce message d'optimisme, c'est, je vais, pardon, dire la même chose que le général de Gaulle, pendant la guerre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Et je crois que c'est du côté de la fraternité que ces forces immenses sont à aller chercher, sont à soulever. Encore faut-il que nous sachions comment le faire. Et c'est à ce sujet que je voudrais dire quelques mots pour introduire ce qui va être ensuite développé par les uns et les autres. Pourquoi la fraternité? Parce que si nous analysons la crise, pas seulement de société, mais la crise de civilisation dans laquelle notre humanité se trouve aujourd'hui, nous trouvons bien qu'en effet c'est une crise de fraternité. Mais peut-être dans un sens plus large et peut-être dans un sens plus profond que ce à quoi nous pensons spontanément. Parce que quand je dis crise de fraternité, je dis, et c'est ce à quoi je pense spontanément, la crise du lien à l'autre. Dans un monde qui est un monde individualiste, un monde qui est communautariste, un monde où règne l'égoïsme, la concurrence, la compétition, le chacun chez soi, le chacun pour soi, le rejet de l'autre, le repli sur soi, etc., il est évident que le premier sens de la fraternité qui nous sollicite le fait parce que ce qui est en crise, c'est le lien à l'autre. Mais, comme le rappelait Monsieur le maire en introduction, dans mon livre Les Tisserands, j'ai bien indiqué que cette crise du lien est en réalité une crise généralisée, une crise de civilisation généralisée, et que ce n'est pas seulement le lien à l'autre qui est en crise, et donc la fraternité avec l'autre qui est en crise, mais également le lien à soi et le lien à la nature. J'ai parlé d'une crise du triple lien. Et dans les trois cas, c'est-à-dire pour chacun de ces trois liens, c'est bien une fraternité en souffrance qui nous sollicite. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, c'est non seulement le lien à l'autre qui est dans cette souffrance que je viens d'évoquer, mais c'est également le lien à la nature. Nous avons perdu la fraternité qui nous unissait à la nature. Nous sommes devenus, comme le disait déjà Michel Serres il y a longtemps, dans les années 90, les parasites et les prédateurs de la nature, les exterminateurs de la nature, les exterminateurs du vivant, à commencer par l'animal que nous massacrons, sans que ça nous émeuve particulièrement, à coups de millions et de millions chaque jour. Bon. Et puis nous empoisonnons la nature, nous l'intoxiquons, nous l'arraisonnons, disait Heidegger. Bon.
Où est passée la fraternité avec la nature? La fraternité de respect, la fraternité d'écoute, la fraternité d'émerveillement, la fraternité de contemplation de notre mère nature. Donc là encore, de manière plus large que ce à quoi nous pensons spontanément, c'est bien la fraternité qui nous sollicite. Et puis fraternité perdue également sur un troisième plan, le plan du lien à soi. Dans des vies qui sont des vies souvent, euh, par la faute du système dans lequel nous vivons, qui nous pousse toujours à courir, à nous disperser à l'extérieur de nous-mêmes, une fraternité qui est perdue à soi, c'est-à-dire un divorce, une schizophrénie entre la vie que j'ai et ce que je suis en profondeur. Voilà en quel sens, ici aussi, il y a une fraternité qui est perdue. Est-ce que je sais être le frère de moi-même? C'est-à-dire, est-ce que je sais avoir envers moi-même une attitude qui est une attitude d'écoute, qui est une attitude de respect et qui est un lien authentique? Bon. Souvent, même si même si ce n'est pas toujours conscient, il y a là une souffrance qui est extrêmement forte. Il y a là une souffrance qui est extrêmement forte parce que nous sommes engagés dans des vies qui nous font toujours courir, toujours plus. Comme je disais tout à l'heure, à l'instant, eh bien, aller toujours à l'extérieur de nous-mêmes, vers tout un ensemble de buts, et sans penser à mettre en accord ce que nous faisons avec ce que nous sommes. La vie que nous avons avec ce qui est notre personnalité profonde, ce que sont nos aspirations profondes, et souvent on ne prend même pas le temps d'aller en quête de ces aspirations profondes. Donc si vous voulez, me semble-t-il, la crise de la fraternité, il est intéressant de dire que la crise de civilisation dans laquelle nous sommes est une crise de fraternité, parce que le terme de fraternité, lorsque nous le prenons dans toute son extension, fraternité à soi, avec fraternité avec les autres, fraternité avec la nature et avec le vivant, eh bien, cette compréhension du terme de fraternité nous montre qu'en effet, c'est bien encore et toujours avec la fraternité qu'aujourd'hui, nous avons rendez-vous. Premier point. Deuxième point, une fois qu'on a fait ce constat, je vais plagier Erasme, le grand philosophe qu'on appelait le prince des humanistes à la Renaissance. Erasme disait « on ne naît pas humain, on le devient ». C'est pareil, on ne naît pas fraternel, on le devient. C'est-à-dire quand bien même on a compris l'importance de la fraternité, le caractère crucial aujourd'hui de recommencer à être fraternel, eh bien, nous les êtres humains, nous ne sommes pas spontanément aussi fraternels qu'on aimerait l'être, et nous ne sommes pas aussi fraternels spontanément que nous devrions savoir l'être. Et là, nous sommes renvoyés à une exigence de la fraternité, à savoir le fait que, comme on le dit souvent, la fraternité ne se décrète pas, elle se cultive. Donc on ne naît pas fraternel, on le devient. C'est la différence avec, et c'est la difficulté propre de la fraternité, c'est la différence avec l'égalité et la liberté. On peut faire des lois pour rendre les hommes plus libres et plus égaux. Et on a fait, nous, Français, et puis d'autres peuples aussi à la surface de la planète, depuis 2 siècles au moins, on a fait des lois pour un certain nombre de droits sociaux et politiques qui nous ont effectivement, même si le combat est toujours à mener et à recommencer de ce côté-là, qui nous ont rendus effectivement plus libres et plus égaux. Mais vous ne pouvez pas faire des lois pour obliger les gens à être fraternels. C'est-à-dire que la fraternité, c'est un rendez-vous que chacun a avec lui-même. Et c'est en ce sens-là qu'est l'exigence que j'évoquais à l'instant. On ne naît pas fraternel, on le devient. La fraternité est quelque chose qui demande à être mis en culture. On ne passe pas d'un coup de l'empathie naturelle que l'on éprouve pour ses proches, ou pour un petit cercle d'amis, ou pour quelques frères d'armes. On ne passe pas spontanément, et on ne passe pas, je dirais, naturellement, de cette empathie naturelle à la capacité à ne pas être indifférent à celui qui pourtant ne nous est rien a priori. Ce prochain dont parlait la Bible et qui est souvent le lointain. Le migrant, par exemple. On peut avoir des bons sentiments, se dire « Oh, mais c'est pas normal, il faut pouvoir les accueillir, ces gens, mais qu'est-ce que je ressens en moi ?» Et est-ce que ce que je ressens en moi est suffisamment fort, cette émotion? Est-ce que c'est vraiment une émotion, au sens étymologique du terme? C'est-à-dire quelque chose qui va être assez puissant pour me mettre en mouvement et pour faire que je vais non seulement m'indigner, mais m'engager. Ah, alors là, on a un vrai rendez-vous avec la fraternité, c'est-à-dire on a un vrai rendez-vous avec soi, c'est-à-dire on a un vrai rendez-vous avec un progrès d'être, ce que Teilhard de Chardin appelait un être plus. Comment est-ce que je vais faire, moi, l'être humain, pour faire autre chose, pour produire autre chose qu'un discours sur la fraternité, véritablement faire ce travail intérieur qui va permettre à mon cœur d'être plus grand et de me soucier, pas en pensée
ou seulement en émotion, mais en acte de ce qui est en train d'arriver à l'autre, pour me mettre au service de lui, de sa détresse, de ce qui lui arrive, etc. Voilà pour moi, si vous voulez, la difficulté. Et en ce sens-là, je reprends à mon compte un terme employé par Joe Spiegel, en ce sens-là, oui, nous avons à réouvrir aujourd'hui le périmètre du politique tel qu'il a été défini, à mon avis, de façon trop étroite au XIXe siècle et au XXe siècle, c'est-à-dire à faire entrer en toute laïcité, dans le périmètre politique, à nouveau des questions spirituelles. Pourquoi ? Parce que, de toute évidence, selon ce que je viens de dire, la fraternité est une question spirituelle. Pourquoi est-ce que c'est une question spirituelle ? Parce que le spirituel, je ne parle pas du religieux, je parle du spirituel, que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas, c'est toujours un rendez-vous avec soi, un rendez-vous profond avec soi et la visée d'un être plus. C'est-à-dire la visée d'un progrès d'être, d'un progrès d'humanité. J'ai rendez-vous avec mon âme pour savoir si j'en ai vraiment une, si vous voulez. Vous voyez ? Bon. Alors, notre chance, et ce qui nous indique la voie, si vous voulez, c'est que, eh bien, on n'est pas tout seul. Parce que l'être humain, ça c'est vraiment le mythe sur lequel notre société de la concurrence et de la compétition fonctionne, l'être humain, il ne peut rien tout seul. Il va falloir que nous nous aidions mutuellement à mettre en culture ce sens, au départ un petit peu maigre, maigrichon, de la fraternité. Donc il va falloir que nous réussissions à créer partout où nous vivons, partout où nous sommes, des pouponnières de fraternité. Des petits écosystèmes de fraternité, des petites matrices de fraternité. C'est ça l'être humain, il n'en finit jamais de sortir du ventre de sa mère. Il sort du ventre de sa mère pour rentrer dans d'autres ventres. Pourquoi pour rentrer dans d'autres ventres ? Parce qu'il a toujours besoin d'être éduqué à quelque chose de plus, de mettre en lui-même, en gestation, quelque chose de plus. Et donc, quand on se dit, oh là là, mais la fraternité, moi je ne peux pas la fraternité. C'est pas possible. Je suis dépassé par ce concept. C'est comme tout à l'heure quand je vous parlais du philosophe. Bon, je ne peux pas philosophe, c'est très énorme de philosophe. La fraternité, c'est énorme. Moi déjà, si j'arrive à m'occuper un petit peu des gens qui sont autour de moi, ça sera beaucoup. Et en effet, tout seul et spontanément, on ne peut rien faire. Notre seule chance, c'est de saisir l'opportunité qui nous est donnée d'être tous les jours dans la vie sociale avec d'autres, quelque part. Un lieu de travail, un lieu d'engagement associatif. Pourquoi ? Parce que dans ce lieu, nous pouvons repenser la vocation du lieu pour que d'abord et avant tout, ce lieu devienne un lieu de co-éducation à la fraternité. C'est-à-dire que là, comme ailleurs, nous les êtres humains, nous devons pouvoir au quotidien compter les uns sur les autres. À mon avis, c'est ce que, quand M. le maire parle d'agoracteurs et d'espaces dans lesquels vont agir ensemble des agoracteurs, ce qui est en réalité là, mis dans la pouponnière, ce qui est créé en termes d'écosystème, c'est un lieu de mise en gestation en chacun, avec les autres, les uns grâce aux autres, d'un sens de la fraternité qui au départ est simplement une semence en nous-mêmes, une petite graine de rien du tout, et qui demande simplement à trouver le bon terreau pour pousser. Et à cette condition-là, d'abord, on commence à faire de la politique. On commence à faire de la politique, mais de la manière la plus concrète, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement ce citoyen d'occasion qui va 1 ou 2 fois par an ou mettre un bulletin dans l'urne, parce qu'on fait quelque chose avec d'autres, au quotidien, quelque part. Voyez. Et puis, eh bien, on est en train de faire sa part de la très grande révolution qui est en train de nous solliciter aujourd'hui, que j'ai évoquée au début comme la crise généralisée de tous nos liens. Voyez. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, la vocation de nos espaces sociaux, la vocation de nos espaces publics, la vocation de nos espaces politiques, la vocation de nos espaces professionnels, c'est de faire de nous, vous avez cité mon expression, des tisserands et des tisserands, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui retissent le lien de fraternité, ou plutôt qui retissent qui retissent ensemble, les uns avec les autres, les uns grâce aux autres, dans ce que j'ai appelé cette co-éducation, les 3 liens des 3 fraternités, la fraternité à soi, la fraternité à l'autre et la fraternité à la nature. Bon. Je dis ça, je vais bientôt terminer, je dis ça parce que nous sommes dans une société où souvent nous nous sentons absolument impuissants et absolument dépassés par les événements. C'est-à-dire qu'on a l'impression, nous les citoyens, d'abord que notre citoyenneté est devenue complètement fantoche,
et que la puissance du système en place, qui est un système absolument antifraternel, le système économique qui a opéré une captation totale du politique, ce système économique est un système dont la seule vocation est de diviser les hommes les uns contre les autres et de dresser les hommes les uns contre les autres, eh bien, dans ce système, on peut se sentir écrasé et on peut se sentir absolument impuissant. Et la seule solution qui nous est donnée, et celle-ci, elle nous est donnée, c'est qu'au quotidien, tous les jours, quand je sors de chez moi, je vais quelque part. Je vais quelque part, ça va être, encore une fois, un lieu de travail, ça va être un lieu d'engagement associatif, et là, il y a une résistance active qui peut être commencée, à condition que nous nous concertions, là où nous sommes, pour faire servir le lieu social dans lequel nous sommes à cette finalité. Mais ça suppose qu'on se prenne en main. Ça suppose que le matin, on arrive et qu'on provoque la concertation, on provoque la discussion avec les autres. Qu'est-ce qu'on fait là ensemble? Est-ce qu'on est là simplement pour vendre un truc? Est-ce qu'on est là simplement pour faire ceci? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus qui fait du lieu dans lequel on est tous les jours un lieu de résistance politique à la dissolution du monde? Je m'énerve un peu, mais c'est pas grave, ça va passer. Hein, c'est pas... je m'énerve un peu. En fait, je m'énerve pas, je me passionne. Je me passionne parce que, et pour moi, le philosophe, c'est pas celui qui reste dans sa tour d'ivoire, c'est celui qui peut apporter, comme je vous le disais tout à l'heure, une petite contribution un petit peu utile. Et parce que je me passionne parce que je veux faire passer aussi un sentiment d'urgence. Je veux faire passer aussi un sentiment d'urgence. Hein. Face à la marche du monde que je viens d'évoquer, face à tous ceux qui nous promettent aussi à court ou moyen terme un effondrement du système, hein, je pense qu'il est temps que chacun là où il est, partout où nous sommes, nous fabriquions, j'aime bien cette image, des petites arches de Noé. Tout à l'heure j'ai dit des matrices, j'ai dit des écosystèmes, j'ai dit des pouponnières, des petites arches de Noé, c'est-à-dire des petits lieux dans lesquels on met en dépôt le meilleur de notre humanité, dans lesquels on met pas seulement en dépôt, mais on met en croissance le meilleur de notre humanité. Et puis après, sur le plan général, eh bien, on verra. Mais n'empêche que, même si des choses catastrophiques nous arrivent, on aura préparé peut-être le levain de ce qui pourra venir après. Je termine en disant, en citant quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Martin Luther King. Martin Luther King disait, il disait ça dans les années 60, hein, on en est toujours là et avec un degré de gravité encore plus important. Il disait, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Merci.